Les archétypes et l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung. On raconte que Steve Jobs, derrière son génie, avait un pouvoir presque hypnotique sur ses équipes. Plusieurs témoignages confirment qu'il pouvait convaincre un ingénieur qu'une tâche impossible devait être terminée en quelques jours, et cet ingénieur finissait par le réaliser. Bill Clinton, lui, était décrit par ses adversaires politiques comme magnétique, capable de faire croire à chacun qu'il était la seule personne dans la pièce. Ces figures publiques, admirées et critiquées, illustrent une réalité troublante. Certains êtres savent pénétrer les failles de notre psyché, toucher nos émotions, manipuler nos décisions. Selon des études récentes, près de 70% des personnes affirment avoir été manipulées dans une relation personnelle ou professionnelle au cours de leur vie. Ce chiffre est colossal, et pourtant, rares sont ceux qui comprennent ce qui se joue réellement. Pourquoi tombons-nous si facilement dans les filets des manipulateurs? Carl Gustav Jung, dans les archétypes et l'inconscient collectif, nous donne une clé essentielle. Il explique que nous ne sommes pas seulement des individus isolés, mais que nous portons en nous des images universelles, des modèles psychiques partagés par toute l'humanité. Jung les appelle les archétypes, et c'est précisément là que les manipulateurs trouvent leur pouvoir. Ils savent, consciemment ou non, activer en nous ces archétypes. Ils appuient sur des leviers très anciens, profondément enfouis, qui résonnent avec nos peurs, nos désirs, notre besoin d'amour et de reconnaissance. Pensez à la figure du Sauveur. Combien de relations toxiques commencent par cette promesse « Je vais t'aider ». Je comprends ce que personne ne comprend. Derrière ces mots, c'est l'archétype du guide, presque du Messie, qui s'éveille en nous. Nous avons envie d'y croire parce que depuis des millénaires, l'être humain cherche un chef, un protecteur, un être qui incarne une vérité supérieure. Jung montre que ces images collectives sont présentes dans les mythes, les religions, les contes. Le manipulateur moderne ne fait que recycler ces rôles ancestraux pour s'introduire dans notre inconscient. Ce qui est fascinant, c'est que nous pensons être rationnels. Pourtant, des chercheurs en neurosciences ont démontré que plus de 90% de nos décisions quotidiennes sont influencées par des processus inconscients. Cela signifie que lorsque quelqu'un active un archétype, nous croyons choisir librement. Mais en réalité, c'est une part ancienne de notre psyché qui répond. Jung dirait que nous ne rencontrons pas seulement une personne, mais l'image archétypale qu'elle réveille en nous. Prenons un autre exemple, plus sombre encore, l'archétype de l'ombre. Jung explique que chacun de nous porte une part refoulée, un ensemble d'émotions, de désirs et de pulsions que nous n'osons pas reconnaître. Le manipulateur, par un jeu subtil de séduction et de provocation, sait réveiller cette ombre. Il nous confronte à nos failles, à nos insécurités, et s'en sert comme d'un crochet. Un chef tyrannique qui humilie ses employés active leur peur de ne pas être assez bons, mais aussi leur désir d'approbation. Ils restent prisonniers car leur ombre est touchée. Si nous tombons dans leur filet, ce n'est pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes humains. Jung insiste, ces archétypes sont universels. Ils ont traversé les âges, du guerrier antique au politicien moderne, du conte de fées au récit hollywoodien. Ce n'est pas un hasard si des millions de personnes suivent des gourous, des influenceurs ou des leaders charismatiques. Nous sommes programmés pour chercher en eux une figure parentale, une projection de nous-mêmes, parfois même une promesse d'éternité. Mais alors, existe-t-il une issue? Oui, et c'est là toute la richesse de Jung. La première étape est de reconnaître que ce pouvoir n'est pas extérieur. Le manipulateur n'invente rien, il exploite ce qui est déjà en nous. Comprendre nos propres archétypes, identifier l'ombre, la persona, l'anima, c'est déjà commencer à se libérer. Des études en psychologie clinique montrent que les personnes qui prennent conscience de leurs dynamiques inconscientes réduisent de 50% leur exposition à des relations manipulatrices. La lucidité devient un antidote. L'appel de l'ombre, c'est cela. Une invitation à regarder en nous ce qui nous rend vulnérables, non pour nous juger, mais pour transformer cette vulnérabilité en force. Jung nous dit que ce n'est qu'en intégrant ces archétypes, en acceptant leur existence, que nous cessons d'être des proies. Alors, au lieu d'être attirés comme des papillons par la lumière trompeuse d'un manipulateur, nous devenons capables de voir ce qu'il cache. La tension reste là, mais elle se renverse. Ce n'est plus nous qui sommes hypnotisés, c'est nous qui voyons clair.
Quand Jung publie Les archétypes et l'inconscient collectif en 1934, le monde traverse une période d'incertitude. L'Europe est marquée par la montée des idéologies totalitaires, et Jung observe avec une lucidité troublante que des millions d'hommes et de femmes se laissent séduire par des leaders charismatiques. Il note que ce n'est pas seulement une affaire politique, mais psychologique. Pourquoi tant de gens adhèrent-ils à des discours irrationnels? Pourquoi un peuple entier peut-il suivre aveuglément une figure autoritaire, même au prix de sa propre liberté? La réponse, selon lui, se trouve dans les profondeurs de l'inconscient collectif. Nous croyons souvent être des individus autonomes, maîtres de nos pensées. Pourtant, Jung démontre qu'au-delà de l'inconscient personnel décrit par Freud, peuplé de souvenirs refoulés et de désirs cachés, existe un plan plus vaste, partagé par tous les êtres humains, l'inconscient collectif. C'est une mémoire archaïque, héritée de l'histoire de l'humanité, qui se manifeste à travers des images universelles. Ces images, Jung les nomme archétypes. Imaginez un enfant qui n'a jamais entendu parler de contes de fées. S'il rêve d'un dragon, d'un sage ou d'une mère protectrice, ce n'est pas une invention isolée. C'est la manifestation de formes anciennes, déjà présentes dans la psyché humaine depuis des milliers d'années. Jung compare ces archétypes à des structures invisibles, comme le lit d'une rivière que l'eau finit toujours par suivre. Peu importe la culture, peu importe l'époque, on retrouve ces mêmes figures dans les mythes grecs, les épopées africaines, les sagas nordiques, les légendes asiatiques. Ce qui est fascinant, c'est que ces archétypes ne sont pas seulement des symboles figés. Ils ont une énergie propre, une capacité à influencer nos comportements. Par exemple, l'archétype de la mère n'est pas seulement l'image d'une femme qui nourrit et protège, c'est aussi une force intérieure qui nous pousse à chercher sécurité et chaleur. À l'inverse, l'archétype de l'ombre réveille nos peurs, nos instincts refoulés. Et quand un manipulateur entre dans notre vie, il sait comment activer l'un ou l'autre de ces archétypes pour diriger nos choix. Jung donne de nombreux exemples tirés des mythes pour illustrer cette idée. Le héros confronté au dragon symbolise l'épreuve de l'individu face à ses propres peurs inconscientes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que le manipulateur joue souvent le rôle d'un archétype déguisé. Il peut se présenter comme le sage, le guide, celui qui sait. Ou bien il active l'archétype de l'ombre, nous confrontant à nos faiblesses pour mieux nous tenir sous contrôle. Les chiffres confirment la puissance de ces mécanismes. Des études en psychologie sociale montrent que 75% des individus se conforment à un groupe, même lorsque ce groupe défend une idée manifestement fausse. Cette expérience, connue sous le nom d'expérience de H, révèle que nous ne suivons pas toujours la logique, mais les images et les symboles qui résonnent en nous. L'inconscient collectif agit comme une trame invisible. Il nous attire, nous guide, parfois contre notre volonté consciente. Pour rendre cela plus concret, pensons aux films qui marquent des générations entières. Star Wars a capté l'imaginaire de millions de spectateurs parce qu'il reprend presque à la lettre le schéma archétypal du voyage du héros, décrit par Jung et plus tard popularisé par Joseph Campbell. Luke Skywalker est l'innocent qui découvre sa force, Yoda est le vieux sage, Dark Vador incarne l'ombre. Ces images nous parlent car elles sont inscrites en nous. De la même manière, le manipulateur sait incarner une figure archétypale qui nous rassure ou nous intimide. Mais Jung va plus loin. Il insiste sur le fait que ces archétypes ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Ce ne sont pas les archétypes qui manipulent, mais la manière dont ils sont activés. Le problème survient quand nous n'avons pas conscience de leur existence. Si je ne sais pas que l'archétype du père autoritaire sommeille en moi, je peux me soumettre sans résistance à une figure de pouvoir, croyant obéir à la raison, alors que je réponds en réalité à une impulsion ancestrale. C'est là que l'enseignement de Jung devient transformationnel. Reconnaître l'existence de l'inconscient collectif, c'est reprendre une part de pouvoir sur nous-mêmes. Cela signifie que lorsque nous sentons une fascination soudaine pour une personne ou une peur paralysante face à son autorité, nous pouvons nous demander « Quel archétype est en train d'être activé en moi ?» Cette simple question ouvre une brèche. Elle introduit de la lucidité là où il n'y avait que réflexe. Ainsi, comprendre les fondations de Jung, c'est déjà commencer à déjouer les pièges. Car là où il y a inconscience, il y a manipulation possible. Mais là où il y a conscience, il y a choix. Lorsque Carl Jung introduit le concept de la persona dans les archétypes et l'inconscient collectif,
Il ne parle pas simplement d'un masque social au sens figuré. Il décrit une construction psychique, une façade que chacun de nous porte pour s'adapter à la société. C'est la partie de nous qui sourit dans une réunion, alors que nous bouillons intérieurement. Celle qui se montre confiante en public, alors que le doute nous ronge en silence. La persona est nécessaire. Sans elle, nous serions nus face aux autres, incapables de jouer les rôles sociaux que la vie nous impose. Mais c'est précisément ce masque que les manipulateurs maîtrisent avec une habileté glaçante. Dans le monde moderne, rares sont ceux qui n'ont pas croisé un manipulateur habillé de la persona. Ce collègue qui se présente comme le parfait allié, mais qui glisse subtilement des remarques pour miner votre confiance. Cet ami qui semble attentionné, mais dont les attentions cachent un calcul. Ce partenaire amoureux qui joue l'âme sœur idéale avant de révéler un visage totalement différent. Des enquêtes en psychologie des organisations montrent que près de 4% des dirigeants d'entreprises présentent des traits psychopathiques, contre 1% dans la population générale. Ces individus, souvent charismatiques et persuasifs, utilisent leur persona comme une arme. Ils se créent une image séduisante, irréprochable, qui cache une intention d'emprise. Jung avertit, plus la persona est brillante, plus il faut se méfier de ce qu'elle dissimule. C'est une loi presque universelle de la psyché, car derrière ce masque social se cache souvent l'ombre, cette part refoulée que l'on ne veut pas montrer. Le manipulateur, lui, orchestre ce jeu avec brio. Sa persona devient un théâtre où il joue le rôle qu'on attend de lui, qu'il s'agisse du sauveur, du guide spirituel, du partenaire idéal ou du chef visionnaire. Mais ce rôle n'est pas l'expression de son être profond. C'est une façade destinée à séduire et contrôler. Des figures publiques illustrent ce paradoxe. Prenons l'exemple d'un gourou comme Jim Jones, fondateur du Temple du Peuple, dont plus de 900 fidèles périrent dans un suicide collectif en 1978. Pendant des années, Jones a incarné une persona de pasteur compatissant, défenseur des pauvres et des opprimés. Sa communauté le voyait comme un guide spirituel, une figure quasi divine. Pourtant, derrière ce masque se cachait une volonté d'emprise absolue. Ce drame illustre tragiquement ce que Jung décrivait. La persona, si elle n'est pas reconnue comme masque, devient un piège mortel. Ce qui rend la persona si redoutable, c'est qu'elle correspond à un besoin profond chez chacun de nous. Nous voulons croire à l'image que l'autre nous renvoie. Quand un manipulateur joue le rôle du partenaire parfait, il active en nous l'archétype de l'âme sœur, ce désir ancien d'union idéale. Quand il joue le guide, il réveille notre quête de sens. Autrement dit, il ne nous trompe pas seulement par son masque, il nous séduit à travers les archétypes qui sommeillent en nous. Des recherches en psychologie sociale révèlent que les premières impressions se forment en moins de 7 secondes. Dans ce laps de temps, nous jugeons une personne sur son apparence, son sourire, son ton de voix. Le manipulateur le sait. Sa persona est calibrée pour inspirer confiance, éveiller la sympathie ou au contraire susciter une autorité incontestable. Et comme nous ne voyons que la surface, nous projetons sur lui nos attentes et nos désirs. Jung souligne un point essentiel. Le danger ne réside pas seulement dans la persona des autres, mais aussi dans la nôtre. Si nous croyons être uniquement ce masque, nous devenons vulnérables. Celui qui se définit seulement par son rôle social, le bon employé, l'ami parfait, le conjoint idéal, risque d'être aveugle à ses propres failles intérieures. Le manipulateur s'engouffre alors dans cet espace vide. Car plus nous nous identifions à notre masque, moins nous avons accès à notre véritable centre et plus il est facile de nous manipuler à travers nos besoins de reconnaissance. Comment alors déjouer ce piège? La première étape est de reconnaître le masque. Jung écrivait que la persona doit être transparente, comme une vitre. Elle est utile pour vivre en société, mais elle ne doit pas nous cacher notre réalité intérieure. Face aux manipulateurs, cela signifie apprendre à regarder au-delà de la façade séduisante, questionner les incohérences, observer les actions plus que les mots. Des témoignages d'anciens disciples de sectes montrent que les premiers signes d'abus étaient visibles, mais masqués par le charisme et le rôle joué par le leader. Le simple fait d'oser voir au-delà du masque aurait pu tout changer. La persona est donc une arme à double tranchant. Elle est indispensable pour naviguer dans le monde, mais lorsqu'elle est utilisée comme outil de domination, elle devient le masque du manipulateur. Jung
nous invite à ne pas être dupes, car derrière chaque masque trop parfait, il y a toujours une ombre qui attend son heure. Winston Churchill disait « Chacun porte en lui un dragon qu'il doit apprendre à dompter ». Jung, lui, parlait de l'ombre, cette part obscure, faite de colère refoulée, de désirs inavouables, de fragilité que nous préférons cacher même à nous-mêmes. Nous voulons croire que nous sommes rationnels, équilibrés, lumineux, mais l'ombre veille, et c'est elle que les manipulateurs savent convoquer. Des chiffres frappants éclairent cette réalité. Une étude en psychologie clinique publiée en 2019 a montré que plus de 80% des victimes de manipulation déclaraient avoir accepté, au départ, des comportements qu'elles savaient toxiques. Pourquoi? Parce qu'une part d'elles-mêmes, souvent inconsciente, trouvait dans la relation une résonance avec leur propre peur ou manque. Le manipulateur ne crée pas de toutes pièces l'emprise. Il s'appuie sur l'ombre déjà présente dans sa cible. Jung décrit l'ombre comme le réceptacle de tout ce que notre conscience rejette. Chez certains, c'est la colère qu'ils ne s'autorisent pas à exprimer. Chez d'autres, le besoin de domination qu'ils n'osent pas reconnaître. Pour beaucoup, c'est un sentiment de vide, de ne jamais être assez. Le manipulateur agit comme un miroir déformant. Il met en lumière ce que nous refusons de voir, et il en fait une chaîne. Prenons un exemple concret. Une personne qui a toujours cherché l'approbation d'un parent autoritaire grandira avec une ombre marquée par la peur du rejet. Si elle rencontre un partenaire manipulateur, celui-ci saura souvent instinctivement appuyer sur cette faille. Une remarque humiliante suivie d'un compliment, une critique qui détruit, puis une promesse d'amour. C'est le cycle de la dépendance. Le manipulateur réveille l'ombre du rejet et la victime se sent piégée, incapable de rompre. Jung insiste, l'ombre n'est pas mauvaise en soi. Elle contient aussi des richesses, des énergies créatives, une force brute qui, si elle est intégrée, devient un moteur de transformation. Mais tant que nous la refoulons, elle devient le terrain de jeu des manipulateurs. Et cette dynamique n'est pas rare. Une enquête menée en Europe a révélé que près de 40% des personnes en couple reconnaissent avoir vécu une relation où la manipulation psychologique était présente. Derrière ce chiffre, il y a toujours une ombre qui n'a pas été reconnue. Des figures publiques témoignent de ce combat intérieur. Carl Jung lui-même, dans ses mémoires, raconte ses visions troublantes de figures monstrueuses qui surgissaient de son inconscient. Il comprit que ce n'étaient pas des hallucinations, mais des représentations de son ombre. En les affrontant, il apprit à ne plus être leur esclave. Ce chemin, il l'appelait l'individuation, ce processus par lequel nous devenons entiers, en intégrant nos parts lumineuses et obscures. Pourquoi est-ce si important pour comprendre les manipulateurs? Parce que tant que nous ne connaissons pas notre ombre, nous cherchons à l'extérieur ce que nous refusons à l'intérieur. Nous projetons nos peurs sur les autres. Nous donnons aux manipulateurs le pouvoir de nous définir. Jung écrit que ce que nous n'acceptons pas en nous revient de l'extérieur comme un destin. Autrement dit, si nous n'acceptons pas notre colère, nous rencontrons des personnes qui nous provoquent. Si nous n'acceptons pas notre besoin de reconnaissance, nous devenons la proie idéale de ceux qui distribuent l'approbation au compte-gouttes. Mais il y a une issue. La reconnaissance de l'ombre est le premier pas vers la liberté. Cela peut sembler paradoxal, se confronter à ces ténèbres pour ne plus être prisonnier des ténèbres d'autrui. Pourtant, toutes les traditions spirituelles convergent vers cette idée. Le christianisme parle de confesser ses péchés pour les transcender, le bouddhisme invite à observer sans jugement les pensées obscures, et Jung propose de dialoguer intérieurement avec ces figures sombres pour en faire des alliés. Alors la question devient personnelle. Quelle est mon ombre? Est-ce la peur d'être seul? Le besoin d'être admiré? La colère que je n'assume pas? Plus nous acceptons d'explorer ces zones interdites, moins les manipulateurs peuvent les utiliser contre nous. C'est une vérité simple mais radicale. Ce que nous embrassons en nous ne peut plus nous enchaîner. L'ombre est un appel, non pas à craindre nos ténèbres, mais à les apprivoiser. Car dans cette réconciliation intérieure se trouve la clé qui ferme la porte aux manipulateurs. Jung avait raison. Le plus grand danger n'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce que nous refusons de voir à l'intérieur. Dans les années 1950, Carl Jung choque ses auditeurs en affirmant que chacun de nous porte en lui une polarité intérieure. L'homme possède une part féminine qu'il nomme l'anima, et la femme une part masculine qu'il appelle l'animus. Ces archétypes ne sont pas de simples symboles,
Il représente les images intérieures de l'autre sexe, façonnées par des millénaires d'humanité. Et c'est précisément cette dynamique qui, selon Jung, explique pourquoi l'amour peut devenir le terrain favori des manipulateurs. Des chiffres confirment cette vulnérabilité. Des études récentes en psychologie relationnelle montrent que plus de 60% des personnes qui sortent d'une relation toxique affirment avoir eu le sentiment au départ d'avoir trouvé l'âme sœur. Cette conviction initiale n'est pas rationnelle, elle est archétypale. L'anima et l'animus projettent sur l'autre une image idéale. Nous croyons rencontrer la personne parfaite, alors que nous rencontrons en réalité une projection de nous-mêmes. Imaginez un homme qui n'a jamais osé exprimer sa sensibilité. Son anima, cette figure intérieure féminine, sommeille en lui comme une promesse de douceur et de réconfort. Le jour où il rencontre une femme qui incarne, consciemment ou non, cette image, il est fasciné. Elle devient à ses yeux plus qu'une personne. Elle devient l'incarnation de son idéal inconscient. Mais si cette femme est manipulatrice, elle sait utiliser ce pouvoir. Elle offre au départ l'image rêvée, puis transforme progressivement ce lien en piège. L'homme ne peut plus se détacher, car ce n'est pas seulement elle qu'il perdrait, mais une part de son âme. La même mécanique agit dans l'autre sens. Une femme dont l'animus est fort mais refoulé peut être attirée par un homme qui dégage assurance, force, autorité. Elle voit en lui non seulement un partenaire, mais une incarnation de son énergie masculine intérieure. Si cet homme est manipulateur, il utilise cette projection pour instaurer une domination subtile. Il devient non pas un compagnon, mais une figure d'emprise, parfois même de terreur. Jung explique que ce mécanisme est universel. Nous ne tombons pas amoureux de l'autre tel qu'il est, mais de l'image archétypale qu'il réveille en nous. Les manipulateurs amoureux exploitent cette faille avec un talent redoutable. Ils savent séduire non pas seulement par leurs paroles, mais par ce qu'ils incarnent. Ils deviennent l'écran sur lequel nous projetons nos idéaux, nos manques, nos rêves inavoués. Et c'est pourquoi nous restons accrochés, même lorsque les preuves de toxicité s'accumulent. Les drames de l'histoire confirment la puissance de ces projections. Hélène de Troie, selon les récits mythologiques, n'était pas seulement une femme belle, elle était l'incarnation de l'anima pour les rois et les guerriers qui l'entouraient. Sa figure a déclenché une guerre qui a duré 10 ans. Derrière cette légende, Jung voit une vérité intemporelle. Nous projetons des forces archétypales sur ceux que nous désirons, et ces forces ont le pouvoir de bouleverser des vies entières, voire des civilisations. Mais cette vérité, aussi troublante soit-elle, porte en elle une clé de libération. Car Jung ne dit pas que l'anima et l'animus sont des ennemis. Au contraire, ils sont des portes vers notre intégrité. Lorsque nous apprenons à reconnaître notre part intérieure masculine ou féminine, nous cessons de la chercher compulsivement à l'extérieur. L'homme qui intègre son anima devient capable d'être sensible sans craindre d'être faible. La femme qui intègre son animus trouve en elle l'assurance qu'elle cherchait dans des figures d'autorité. Ainsi, les manipulateurs perdent leur pouvoir, car ils ne peuvent plus se présenter comme les détenteurs exclusifs de cette énergie. Les psychologues contemporains confirment cette intuition. Des études montrent que les individus qui développent un équilibre intérieur, acceptant leurs qualités dites masculines et ou féminines, sont moins susceptibles de tomber dans des relations abusives. C'est la preuve que l'intégration de l'anima et de l'animus, loin d'être une idée abstraite, a des effets concrets sur notre vie relationnelle. En fin de compte, l'amour devient un piège lorsque nous confondons l'autre avec une part de nous-mêmes. Mais il devient une force de transformation lorsque nous reconnaissons que l'autre n'est qu'un miroir. Jung nous invite à cesser de projeter, à retirer nos images idéales de l'autre pour les accueillir en nous. Car le véritable amour ne naît pas de l'illusion, mais de la rencontre entre deux êtres entiers. Et dans cette rencontre, aucun manipulateur ne peut survivre. Au cœur de les archétypes et l'inconscient collectif, Jung nous met en garde. L'inconscient ne se contente pas de receler des figures bienveillantes comme l'anima ou la mère. Il abrite aussi deux forces qui se font face, deux archétypes puissants, le vieux sage et le trickster. Le premier est la figure de la sagesse, de la vérité intérieure, du guide qui nous éclaire. Le second, le trickster, est le trompeur, le bouffon chaotique, celui qui nous séduit par des illusions. Et c'est dans cette tension que se joue une grande partie de notre lutte contre les manipulateurs. L'histoire regorge d'exemples. Socrate, souvent vu comme l'incarnation du vieux sage, ne cessait de dire qu'il ne savait rien, mais son humilité désarmait les illusions et les certitudes des autres. À l'inverse,
Des figures comme Rasputin, ce mystique russe qui a exercé une influence démesurée sur la famille impériale, sont l'incarnation du trickster. Charme, mystère, promesse de guérison, tout cela menait à la confusion et à la dépendance. Des chercheurs en psychologie sociale rappellent qu'environ 65% des individus obéissent à une autorité même lorsque celle-ci leur demande des actions qu'ils jugent immorales. C'est ce que démontra l'expérience de Milgram. Voilà le terrain du trickster. Utiliser notre besoin de croire en une figure supérieure pour nous mener à l'aveuglement. Jung décrit le trickster comme un archétype ambivalent. Il n'est pas seulement maléfique. Il révèle nos illusions, il expose nos faiblesses. Mais lorsqu'un manipulateur incarne ce rôle, il le détourne à son avantage. Il se fait passer pour un éclaireur, alors qu'il entretient le brouillard. Il rit de nos hésitations, joue avec nos contradictions, et plus nous cherchons à comprendre, plus nous sommes embrouillés. Ce chaos est sa force. En face, le vieux sage représente autre chose. Ce n'est pas un gourou extérieur, mais une voix intérieure. Jung affirme que chacun de nous possède cet archétype de sagesse, une figure qui se manifeste dans les rêves, les intuitions, les moments de clarté soudaine. C'est cette voix qui nous avertit quand quelque chose ne sonne pas juste, quand les paroles séduisantes ne s'accordent pas avec les actes. Beaucoup de victimes de manipulateurs témoignent d'avoir ressenti dès le début un malaise, une petite voix intérieure qui disait « Attention ». Mais elles n'ont pas écouté, trop fascinées par le masque du trickster. Dans les mythes, cette lutte est représentée par l'affrontement du héros entre deux guides. D'un côté, le sage qui enseigne la vérité, de l'autre, le trompeur qui égare. Dans nos vies modernes, cette bataille se rejoue en permanence. Le collègue manipulateur qui nous promet une promotion, mais plante des couteaux dans notre dos, incarne le trickster. La voix intérieure qui nous dit de ne pas signer ce contrat trop beau pour être vrai, voilà le vieux sage. La question n'est pas de savoir lequel est présent, mais lequel nous choisissons d'écouter. Des neuroscientifiques ont démontré que l'intuition, loin d'être une simple émotion floue, est une capacité du cerveau à détecter des signaux faibles et à produire des jugements rapides. Autrement dit, le vieux sage n'est pas un fantasme. Il est l'expression archétypale de cette sagesse intérieure. Mais pour l'entendre, il faut du silence, du recul, la capacité de ne pas être entièrement happé par le charme du trickster. Alors, comment renforcer le vieux sage en nous? Jung proposait l'intégration, c'est-à-dire reconnaître que ces deux forces existent. Il ne s'agit pas d'éradiquer le trickster, mais de le démasquer. Car ce qu'il révèle, ce sont nos failles, nos illusions. En les voyant, nous apprenons. En les intégrant, nous grandissons. Ainsi, le trickster perd son pouvoir de manipulation et devient un miroir qui nous pousse à la lucidité. C'est un combat intérieur autant qu'extérieur. Car les manipulateurs que nous rencontrons ne sont pas seulement des personnes, ce sont des archétypes vivants qui réveillent en nous une dynamique ancestrale. Le danger est grand, mais la promesse aussi. Celui qui parvient à écouter le vieux sage en lui-même ne peut plus être prisonnier des illusions du trickster. Et c'est peut-être cela la véritable victoire. Ne pas éliminer le chaos, mais devenir capable de le traverser sans se perdre. Lorsque Jung parle d'intégration, il ne propose pas un simple concept intellectuel. Il décrit un processus existentiel, une métamorphose. Tout au long de Les archétypes et l'inconscient collectif, il insiste sur une vérité fondamentale. Tant que nous restons divisés en nous-mêmes, nous sommes vulnérables aux masques et aux illusions des manipulateurs. Mais lorsque nous réunissons nos parts éparses, la persona, l'ombre, l'anima et l'animus, le vieux sage et même le trickster, nous cessons d'être des proies. Nous devenons des êtres entiers. Les chiffres le confirment. Selon des recherches en psychologie positive, les individus ayant un haut niveau de conscience de soi réduisent de 50% leur exposition à des relations toxiques. Non pas parce qu'ils vivent dans un monde protégé, mais parce qu'ils ont appris à reconnaître les signaux, à écouter leurs intuitions, à se tenir fermes face aux séductions de façade. C'est exactement ce que Jung appelle le processus d'individuation, devenir soi-même en intégrant les archétypes au lieu de les subir. Imaginez une personne qui, après des années de relations manipulatrices, finit par se tourner vers une thérapie jungienne. Au début, elle est confrontée à son ombre, à ses peurs d'abandon, à ses colères refoulées, puis elle découvre son anima ou son animus, ces images intérieures qui l'avaient poussée à chercher compulsivement
l'amour à l'extérieur. Enfin, elle rencontre dans ses rêves un vieux sage, figure archétypale qui lui transmet une parole de vérité. Peu à peu, elle cesse de projeter ses besoins sur les autres. Elle n'a plus besoin d'un manipulateur pour incarner son ombre, ni d'un partenaire toxique pour jouer le rôle de son idéal. Elle devient entière. Cette transformation n'est pas théorique. De nombreux témoignages confirment qu'après un travail d'intégration, les anciennes dynamiques perdent leur pouvoir. Là où l'on cédait autrefois au charme d'une promesse, on reconnaît aujourd'hui une illusion. Là où l'on tremblait face à une figure d'autorité, on s'affirme avec calme. Jung écrit que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Cette phrase résume l'intégration. Ce n'est pas fuir les ténèbres, c'est les accueillir pour qu'elles cessent de nous dominer. Les traditions spirituelles rejoignent cette vision. Dans le taoïsme, le yin et le yang ne s'opposent pas, ils se complètent. Dans le christianisme mystique, l'homme est invité à reconnaître sa part de ténèbres pour accueillir la grâce. Dans le bouddhisme, l'éveil passe par l'observation lucide de toutes les pensées, même les plus sombres. Jung a donné à ses intuitions une structure psychologique, les archétypes, et leur intégration, loin d'être une simple théorie, devient une voie pratique pour transcender les manipulateurs. Mais pourquoi parler de transcendance et pas seulement de défense? Parce que le but n'est pas seulement de se protéger, mais de grandir. Les manipulateurs, malgré leurs dangers, révèlent nos zones d'ombre, nos dépendances, nos illusions. En les affrontant, nous avons l'opportunité de nous connaître, de nous libérer. Un manipulateur qui échoue à nous posséder devient malgré lui un maître, car il nous oblige à découvrir nos propres forces. Jung voyait dans ce paradoxe une chance. Les figures qui nous font souffrir sont aussi celles qui, si nous les affrontons, catalysent notre évolution. Le chemin de l'intégration est exigeant. Il demande de l'honnêteté radicale envers soi-même, le courage de regarder là où l'on ne veut pas voir, et la patience d'accueillir des vérités dérangeantes. Mais il est libérateur. Celui qui intègre sa persona n'est plus prisonnier du masque des autres. Celui qui accepte son ombre n'a plus besoin de fuir ses faiblesses. Celui qui reconnaît son anima ou son animus cesse de chercher compulsivement l'âme sœur parfaite. Celui qui écoute son vieux sage peut rire des illusions du trickster sans s'y perdre. Alors, comment transcender les manipulateurs? Non pas en les combattant à l'extérieur seulement, mais en transformant le terrain intérieur sur lequel ils prospéraient. La véritable maîtrise de soi, selon Jung, n'est pas un contrôle rigide, mais une unité retrouvée. C'est la capacité de marcher dans le monde avec une lucidité tranquille, conscient des masques et des ombres, mais non plus hypnotisé par eux. En fin de compte, Jung nous offre une leçon intemporelle. Le manipulateur n'est puissant que tant que nous restons inconscients de nous-mêmes. Le jour où nous acceptons d'intégrer toutes nos parts, ce pouvoir s'effondre. Nous ne sommes plus des marionnettes. Nous devenons des êtres complets, capables de choisir, capables d'aimer, capables de voir clair. Et c'est là, dans cette intégration, que réside la vraie liberté.